pouvoir est une passion horrible. Un astre brille par essence et 1000 planètes tournent autour. Que sa munificence tire du néant, que sa distraction ou son courroux peuvent reléguer dans le néant. Il faut flinguer à bon escient, renvoyer les ascenseurs, ne pas se laisser oublier, avoir l'œil avisé et le réflexe prompt. Certains incarnent l'aspiration quand d'autres rémunèrent des ambitions. Alors le partage des jaunes ne draine pas toujours vers Matignon les cœurs vaillants et les têtes brûlées. Mais c'est le destin d'un public d'incarner malgré soi un mythe, un élan, une hantise, par l'effet d'une cristallisation qui embrasse le physique, les entourages, le passé, les habitudes, les rumeurs. Julien Drey, bonsoir. Bonsoir. Alors Julien Drey, Robert Zarader, consultant en communication, déclarait « Julien Drey a coaché Macron, il a managé poétiquement. Julien n'est pas sorti des écoles de formation trotskiste pour rien. » Est-ce que c'est vrai? Je ne coachais personne. Moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui, d'abord, est un affectif. Donc, il faut d'abord qu'il y ait une relation humaine qui se crée et qu'elle soit forte. Et à partir de cela, j'ai été un fils d'instituteur, donc je suis dans la tradition de la transmission. J'étais moi-même enseignant. Donc, quand il y a des rencontres et qu'on peut travailler avec des gens et que, à mon âge avancé maintenant, on doit apprendre à partager ou à transmettre, oui, ça peut se faire. Et est-ce que c'est vrai que vous avez préparé Macron pour un peu son dépucelage médiatique le 12 mars 2015, un débat contre Philippot, et vous lui aurez dit tu dois lui faire comprendre que tu vas lui casser la gueule, tu dois lui foutre les jetons. Et Philippot a pris des calmants à la fin du débat. Bon, je sais pas, il y a beaucoup de mythes, vous savez. Puis en plus, j'aime pas trop raconter les choses a posteriori. Moi, j'ai connu Emmanuel Macron comme secrétaire général adjoint de l'Élysée en 2012, fin 2012. C'est un des rares qui, à l'époque, acceptait de parler avec moi, puisque j'étais un peu marginalisé, de parler des histoires humaines désagréables dans l'entourage de François Hollande. Et donc, on a noué une relation qui était amicale, sympathique, et quand il est devenu ministre, j'ai accepté non pas de travailler, parce que je ne travaillais pas, de parler avec lui, de discuter, donc de préparer des émissions. Oui, ça fait partie de la relation humaine. Oui, alors, d'ailleurs, c'est Philippe Grandjean qui dit « Drey, c'est ça aussi, pas seulement des conseils sur le fond, mais aussi des cours de théâtre. » Il en avait besoin, Macron, de cours de théâtre? Non, il n'y a pas besoin, mais il n'est pas de ce monde-là, il n'est pas de ces rails-là. Et donc, c'était normal qu'il se prépare, parce que c'est sa première grande confrontation télévisée, qu'il a d'ailleurs bien réussi à l'époque. Et c'est vrai que il appréciait, je pense, ou il a apprécié, je pense, le fait que il y a pas un savoir-faire, mais disons qu'il y a des choses qu'on apprend, qu'on connaît, et donc il l'a écouté, il les a intégrées, mais c'était il n'y avait pas besoin de trop le coacher, c'était un bon élève. Alors, Macron. au plus fort de la relation, vous parlez un soir sur deux, et c'est vous, paraît-il, qui avez dit à Hollande, en lui montrant Emmanuel Macron, il est bien ton jeune là. Et vous dites François Hollande vous a regardé un peu de travers. Non, c'est pas, non, avec l'évolution du temps dans le quinquennat de Hollande, j'étais amené à venir un peu plus souvent. Bon, c'est pas forcément d'ailleurs très efficace ni très utile, mais en tous les cas, je venais un peu plus souvent le voir. Et donc, je lui ai dit ce que je pensais, c'est-à-dire qu'effectivement, dans son entourage, un des plus brillants, c'était Emmanuel Macron, et que je pressentais qu'il avait des talents qui allaient se révéler. Et pourquoi il vous a regardé de travers? Oh, il m'a pas regardé de travers, non, ça, je sais pas. C'était une même, je sais pas. Bon. Mais alors, et est-ce que d'une certaine façon, vous avez été un peu son éminence grise, vous pourriez dire, ou pas? Non. Je refuse toujours ce terme-là. On n'est pas les éminences grises. Ça, c'est des gens qui essayent de se donner des places et des pouvoirs a posteriori. Non, on a une relation humaine. Et dans une relation humaine, il y a un échange. Et dans cet échange, chacun, je dirais, doit en profiter. Au sens où, quand vous savez, comme moi, rouler votre bosse, c'est normal que quand vous rencontriez quelqu'un de plus jeune, vous essayez... en fonction d'ailleurs de ses qualités propres, de lui donner, non pas des conseils, parce qu'il n'en avait pas besoin, mais de lui donner des éléments, et puis après c'est lui qui décide. Là, vous le rencontrez complètement par hasard sur un trottoir rue de Marigny, en 2012. Oui, c'est le hasard de la vie, voilà. Et comment ça s'est passé? Bon, rien, je marchais, et puis j'ai rencontré, d'ailleurs c'est pas lui que j'ai rencontré, c'est quelqu'un d'autre, c'était
je crois, si je me souviens bien, Aquilino Morel, qui était conseiller à l'époque de François Hollande, et qui se trouvait avec Emmanuel Macron, et qui me l'a présenté là. J'en avais entendu parler déjà. Hein. Donc je lui ai dit, j'ai déjà entendu parler souvent de vous. Il m'a dit la réciproque est vraie. Et je l'ai quitté en lui disant, à l'occasion, si vous avez du temps, ça me fera plaisir de boire un café avec vous. Et dans moins de 24 heures après, j'avais un coup de téléphone de sa secrétaire qui me proposait d'aller boire un café avec lui. Parce que Philippe Grandjean, donc, qui est conseiller spécial de Macron, dit « Julien Drey apporte à Macron des choses que personne ne lui apporte, ni ses techniciens, ni ses politiques. Il a un regard oblique, différent. À travers ses lunettes, il voit autre chose. Avec lui, il se passe autre chose. Évidemment, beaucoup les séparent idéologiquement, mais ils ont un point commun. Ce sont tous les deux des Mr. Disruption. » Il faut laisser à Grandjean ses propos. Non, c'est bien. C'est vrai que, après, il a pris un choix et qui a d'ailleurs été un bon choix de se présenter, d'être élu. Je suis pas sûr qu'au départ il avait planifié les choses. On va en parler parce que justement il a failli travailler dans le privé avec vous. Comme certains, il a travaillé dans le privé. Moi, j'ai failli travailler avec lui. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Maintenant, comment dire. Il a réussi parce qu'il avait bien senti les choses et parce qu'il s'était certainement aussi bien préparé. Moi, je ne crois pas à des complots ou à des choses comme ça, je vous ai dit. Je pense qu'il a senti, comme on dit, il a vu la faille et il l'a élargi. Et dès le départ, vous avez vu le côté hors norme du personnage ? Hors norme, je ne sais pas, parce que je ne sais pas ce que c'est que les normes. J'ai vu, surtout dans ces choses-là, j'ai vu tout de suite qu'il y avait un potentiel énorme parce qu'il était intelligent, vif. Il savait écouter et il savait tirer parti de cette écoute. Et c'est vous qui recommandez Macron à Hollande pour le poste de ministre de l'économie, pour le nouveau gouvernement Valls. Nouveau gouvernement Valls, pardon. Pas que moi, je pense, mais quand le gouvernement de Manuel Valls se constitue, Manuel Valls souhaite intégrer Emmanuel Macron, qu'il a rencontré, dans son équipe. Et là, c'est Hollande qui veut pas. Oui, parce qu'il dit qu'un conseiller peut pas être ministre. Oui, non, je sais pas, il voulait pas, quoi. Voilà. Ouais. Et donc ça bloque, ça c'était au mois de mars, mais quand il y a les événements qui surviennent après, en septembre, avec le départ de M. Montebourg et de M. Hamon, la question à nouveau est posée pour Emmanuel Macron, et à ce moment-là, Hollande dit oui. Voilà. Mais ça veut dire quand même que Macron n'est pas au départ dans la trajectoire de devenir un politique en tant que tel, parce qu'il a failli à ce moment-là arrêter et faire sur une entreprise dans le privé. C'est-à-dire qu'au printemps 2014, Emmanuel Macron est un peu entre deux eaux. Il se demande bien ce qu'il va faire, ce qu'il va continuer à faire. Il y a des gros changements qui s'organisent à l'Élysée. Il en est tenu un peu à l'écart, puisqu'il y a un nouveau secrétaire général adjoint, un nouveau secrétaire général, que lui va être l'adjoint, et que ça lui pose problème parce que le nouveau qui arrive est un ami personnel avec lui, donc il ne sent pas bien la place qu'il va occuper, et donc il va prendre la décision de partir, oui. Et à ce moment-là, il part sur l'idée qu'il va repartir dans le privé, qu'il va faire carrière dans le privé et qu'il reviendra plus tard dans la politique. Voilà. Donc c'est un peu ça son projet à l'été 2014. Bon, tout est chamboulé. C'est vous qui le convainquez de ne pas aller dans le privé ? Non, moi c'est ce qui se dit. Non, moi Ouais. non, ça c'est pas vrai. Il veut aller dans le privé. C'est d'ailleurs lui qui me dit, d'ailleurs comme je vais monter une boîte de conseil, vu ce que tu sais faire, de conseil, de stratégie. Macron partenaire. Voilà, il voulait monter ça qui s'appelle Macron partenaire. Il dit si ça t'intéresse, tu seras le bienvenu. Et je reconnais que ça ne me déplaisait pas de travailler avec lui à ce moment-là, mais finalement ça s'est pas fait. Et vous lui dites d'appeler François Hollande le 25 août 2014, après la démission de Arnaud Montebourg. Il hésite et finalement il appelle Hollande. Il n'était pas chaud pour être ministre, ouais. Il n'avait pas envie. Il était dans sa trajectoire entrepreneuriale et il n'était pas emballé. Mais finalement, je crois qu'il a réfléchi, qu'il l'a fait et bien il en a pris. Et est-ce que Hollande vous a pas donné un petit peu le rôle au début de
de former un peu Macron dans ses premiers pas, de l'accompagner dans ses premiers pas de ministre? Oh, c'est pas un mandat explicite. C'est pas, les choses. Après, les journalistes, ils écrivent comme ils ont envie d'écrire. J'ai pas été convoqué par François Hollande dans son bureau. Il m'a pas dit il faut que tu coaches Emmanuel Macron. Voilà. Donc, il n'a pas besoin de coaching. Non. Il se trouve que quand Emmanuel Macron devient ministre, comme la relation que nous avons nouée est une bonne relation, en tous les cas pour moi c'était une bonne relation, et qu'elle est franche, il me dit lui-même tu veux pas venir m'aider au cabinet ou travailler avec moi au cabinet? Je lui dis que c'était pas une bonne chose, parce qu'on aurait tout de suite dit que, encore une fois, je viendrais tirer les ficelles, etc. Que c'était pas une bonne chose pour lui et que c'était pas une bonne chose pour moi, parce que moi, vu tout ce que j'avais fait dans la vie, je préférais pas forcément être tout de suite remis au devant de la scène. Et voilà, donc là, par contre, j'ai dit, écoute, si tu veux, quand tu as besoin, je suis là, on parle, on discute, je suis à ta disposition, et c'est ce qui s'est passé. Et est-ce que Macron était aussi un peu, on pourrait dire, une arme anti-Valls d'une certaine Non, façon? c'est des conneries, ça. Non, parce que c'est d'autant plus des bêtises qu'au départ, c'est Valls qui pousse pour que Macron devienne ministre. Oui, c'est ça, bien sûr. Donc, c'est pas... Alors après que Hollande, à travers le succès, les premiers pas et les premiers succès d'Emmanuel Macron, se disent finalement c'est pas mal parce que j'ai le contrepoids, ça c'est possible, ça c'est les calculs politiques, mais il n'a pas été conçu comme une arme anti-Valls. Voilà. Et d'ailleurs, ça aurait été désagréable de commencer comme ça. Après, les choses, vous savez, Emmanuel Macron, quand il est nommé ministre, il surprend, il est parfois détonnant, ou décapant, et puis, mais en même temps, il intéresse, il fascine. Et il est regardé par François Hollande avec tendresse et affection. On n'est pas dans l'affrontement, on est au contraire plutôt dans le fait que Hollande le regarde et a une certaine fierté d'avoir ce ministre-là. Les relations vont se dégrader progressivement, et essentiellement parce que Emmanuel Valls va prendre ombrage du succès d'Emmanuel Macron. Voilà, et c'est comme ça que les choses se dégradent progressivement. Voilà. D'ailleurs, lors d'un dîner, Pierre Berger avait dit à Macron, continuez comme ça, travaillez, vous avez un destin. Je crois que vous étiez là, non? Oui, je ne me souviens plus de ça, mais on sentait bien que cet individu-là n'allait pas être un individu de passage. Alors, Éric Guébali, si je prononce bien, qui est cofondateur de SOS Racisme, il avait déclaré: Julien Drey a protégé Macron au sein du Parti Socialiste. Si on touche à Macron, on touche à Drey. Non, je ne l'ai pas protégé, parce que là, encore une fois, c'est les gens qui écrivent l'histoire. Moi, quand j'ai vu quand il est arrivé, il est devenu une sorte de tête à claque idéal. Oui, pareil. Voilà. À l'intérieur du Parti socialiste, c'était devenu le représentant, soi-disant, de la dérive libérale, de tout ce que vous voulez. Et donc, j'ai vu fondre l'appareil du parti, ou en tous les cas une partie de l'appareil du Parti socialiste, sur Macron, qui ne pouvant pas s'attaquer frontalement à François Hollande, s'en prenait à Emmanuel Macron. Je déteste ce genre de choses. Donc oui, et puis moi, j'avais une tradition, c'est que quand quelqu'un fait le pas de venir avec votre famille, vous commencez pas par lui mettre une baffe. Au contraire, vous lui tendez la main et vous essayez de l'insérer. Vous essayez en l'insérant ou en l'intégrant de faire qu'il se sente bien dans votre famille. Ça ne veut pas dire que vous approuvez tout, mais en tout cas, moi, c'est ça que j'avais appris de François Mitterrand. C'est comme ça que François Mitterrand a construit un entourage politique, a construit le Parti socialiste avec toutes ses différences, mais c'était aussi ça, cette force. Et alors, là, il y a le moment où rien ne va plus, c'est la loi Macron qui propose notamment l'instauration du travail le dimanche, parce que Martine Aubry et les frondeurs partent en guerre contre, Michel Sapin lui fait des croche-pattes à Bercy, Valls n'est pas tellement pour, et vous dites à cette époque, ils sont tous jaloux de Macron. Il y avait une part de jalousie dans la réussite d'Emmanuel Macron, il y a une part de jalousie encore plus forte, parce que tout le monde pensait qu'il allait trébucher avec cette loi. Oui, parce qu'il y a une sorte de 49-3. Voilà, et tout le monde pensait qu'il n'allait pas s'en sortir. En fait, il s'en est très bien sorti. Parce que par ailleurs, il a écouté à l'époque, il a dialogué avec les députés, avec les représentants syndicaux, qu'il a amélioré son projet. Il n'a pas cherché à passer en force en étant monsieur je sais tout. Il a au contraire, je dirais, amendé son dispositif. Et donc, il y a une forme de jalousie qui s'est installée parce que là où on pensait qu'il allait trébucher, il était en train de réussir. Et au dernier moment, Benoît Hamon lui a menti. Oui. En lui disant qu'il allait voter la loi et il ne l'a pas fait. Et donc, il s'est retrouvé en défaut parce qu'il lui manquait des députés pour avoir une majorité. Et personne ne l'a aidé à trouver cette majorité dans l'hémicycle. Au contraire, on a précipité le vote d'un 49-3. C'était une manière un peu de l'humilier. Oui, c'est une manière aussi d'aider Valls.
C'est Valls qui a... Oui, voilà. C'est Jean-Marie Le Guen et Emmanuel Valls qui ont poussé au 49-3 sans attendre. Et là, Macron a une revanche à prendre, quoi. Il promet qu'il va le faire revanche, payer. non, il n'est pas dans cette logique-là. Il n'est pas dans une logique, moi je ne veux pas le souvenir qu'il est dans une logique de revanche. J'ai le souvenir qu'il est plutôt blessé, qu'on ne l'ait pas aidé, qu'on ne lui ait pas donné... En fait, ça s'est joué très vite le mardi, c'est-à-dire que quand le travail normalement du ministre chargé des relations avec le Parlement, c'est effectivement, quand il y a des situations de tension, de discuter avec un certain nombre de députés, de faire évoluer les choses. Et on ne l'a pas aidé. Voilà. On l'a mis devant le fait accompli, et c'était une manière de l'affaiblir, et ça, effectivement, c'était une blessure. Alors en 2015, il y a le second projet de loi, la loi Noé, d'assouplissement du Code du travail. Et alors là, ça se passe aussi assez mal, parce qu'il présente le projet à la presse en prenant l'Élysée et Matignon de court. Et Valls est totalement contre, et finalement Hollande va plutôt soutenir Valls. Non, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, mais bon. Emmanuel Macron était convaincu que le dispositif qu'il avait mis en place, qui était, comme on disait à l'époque, pro-business et pro-entreprise, a trouvé trouver une difficulté parce qu'il avait créé un environnement qui était favorable à l'investissement et aux entreprises, mais il sentait bien qu'il y avait une résistance et une réticence, notamment du patronat, parce que les lois du Code du travail, etc. Et il a essayé de pousser, je dirais, un projet de loi qui assouplissait les conditions, notamment de licenciement, des choses comme ça. Mais lui, il voulait faire cela en contrepartie d'un gros investissement, d'un gros plan d'investissement public, et notamment sur le plan européen. Et sa théorie, c'était, oui, je vais assouplir, mais je vais donner du travail. Et je vais donner beaucoup de travail. Et donc, je rattrape un peu le déséquilibre qu'il pouvait y avoir par le fait que, certes, j'assouplis, mais en même temps, je sors les gens du chômage. Voilà. Et là, il y a une incompréhension totale, et il s'est trouvé bloqué dans son dispositif, il n'a pas pu aller plus loin, et tout ça a été repris en main par Manuel Valls, et c'est là qu'est née la loi El Khomri. Hollande a eu peur que Valls démissionne. Hollande, il avait tout le temps peur que Valls démissionne à l'époque, parce que Valls, en permanence, laissait planer ce doute-là. Et alors, c'est pour ça qu'il confie le projet de loi à Myriam El Khomri. Et Macron, en quelque sorte, va vous mettre des bâtons dans les roues de Myriam El Khomri, non? Il n'a pas mis des bâtons dans les roues, disons qu'il ne s'est pas porté en première ligne pour le défendre, pour défendre le texte. Bon, après le texte, il a été essentiellement repris en main par François Hollande avec sa ministre, et il est très inspiré quand même à la fin d'un travail partenarial avec la CFDT. Mais il avait été tellement mal présenté, tellement caricaturé, qu'effectivement il y a une forme de crispation. Et puis je pense que le texte a servi de point de cristallisation de toutes les rancœurs qui s'étaient accumulées tout au long du quinquennat Hollande, et que c'était devenu le point de focalisation où on pouvait démontrer ainsi le tournant bien à droite du gouvernement. Mais d'ailleurs, à propos de droite, vous dites quelque part que Macron était pas plus à droite que tous les dirigeants du PS, en gros. Non, pas tous les dirigeants, je disais simplement... Vous pensiez à qui? Non, je pense simplement qu'un certain nombre de dirigeants du Parti Socialiste, quand ils ont adhéré, n'étaient pas forcément ce qu'ils ont été par la suite. Comme le disait d'ailleurs lui-même François Mitterrand, il disait « Moi, je ne viens pas de la gauche, je viens de la droite au départ. » Voilà, j'ai même la droite la plus ultra, donc j'ai évolué. J'ai pris en considération un certain nombre de choses, et j'ai vu, moi, des dirigeants du Parti Socialiste qui étaient représentants... Bon, je la nommais, je prends par exemple Martine Aubry, quand elle rentre en politique de manière directe, c'est pas la représentante de la gauche du Parti Socialiste. Hein. Elle est adulée par le patronat, elle est considérée comme étant la représentante à l'époque du tournant pro-entreprise du Parti Socialiste. Et vous avez vu comme moi qu'elle a quand même sacrément évolué. C'est pas un reproche d'ailleurs que je fais là. Elle a pris en considération un certain nombre de choses qu'elle prenait pas forcément, qu'elle vivait pas de la même manière dans son statut antérieur. Voilà. Donc moi, c'est la même chose avec Jacques Delors. Hein. Jacques Delors au départ, qui était son père, il vient pas de la gauche directement, il vient du gaullisme social, etc., etc. Mais il y en a plein d'autres comme ça. Il y en a d'autres qui ont fait le chemin inverse d'ailleurs, hein, qui sont partis de la gauche du parti pour finir. Je prends l'exemple de M. Ferrand, qui au départ était manueliste, donc plutôt de la gauche du parti, qui est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Voilà, c'est tout. Donc les trajectoires politiques, elles ne sont pas écrites à l'avance, au contraire d'ailleurs. Et fondamentalement, quelle est l'idéologie de Macron?
centriste, c'est un libéral, un Non, libéral libertaire? non, je crois. Non, c'est pas un libertaire, c'est pas vrai, au sens. Non, mais Il pas au est- sens, mais au Ce sens qu'on entend, non, il est plutôt. Bon, radical. non, je dirais, il est plutôt. C'est difficile de le classifier. C'était une pensée en mouvement à l'époque. Et d'ailleurs, je suis pas convaincu que ce mouvement soit arrêté. Dans l'échiquier politique, on dirait il était plutôt de centre-gauche au départ. Voilà, c'est ça. Voilà, on aurait plutôt dire ça comme ça. Alors, quand Laurent Fabius quitte le Conseil constitutionnel, il y a un remaniement, et là, Macron est rétrogradé dans l'ordre protocolaire. Pourquoi? C'est une vacherie. Ah ouais, mais gratuite, mais il y avait une raison Non, c'est une vacherie. Ouais. Voilà, c'est une petite vacherie et une petite humiliation qui, d'ailleurs, va coûter cher à ceux qui l'ont fait parce que ça va pousser Emmanuel Macron à prendre ses distances avec toute cette machine politique et à commencer à concevoir un avenir politique en dehors de cet univers-là. Et est-ce que c'est vrai qu'à ce moment-là, vous faites un séminaire avec Macron, en quelque sorte, Je me souviens plus de ça. Non. où Macron dit qu'Hollande ne sera pas candidat? Non, il n'y a pas de séminaire. Il y a un séminaire. Alors, il y a un séminaire que convoque Hollande en vue de réfléchir à ce que pourrait être une nouvelle candidature de sa part. Et Macron, ce qui va d'ailleurs me valoir quelques remarques acerbes de la part de François Hollande à l'époque, va de fait quasiment sécher ce séminaire parce qu'il prépare son rassemblement à Amiens et il va venir qu'au déjeuner. Voilà, donnant le sentiment qu'il n'était plus dans le coup, quoi. Voilà. Ce qui n'était pas faux d'ailleurs, hein, il le fait exprès. Et pourquoi quand il crée En Marche, il vous prévient pas? Pourquoi? Ah si, il m'a prévenu. Ah moi. ouais, j'ai lu que l'inverse. Non, il m'a Il a prévenu. créé En Marche sans vous prévenir. Non, il m'a prévenu, il m'a dit ce qu'il Ouais. était en train de faire. Je lui ai dit que que moi, je ne me voyais pas partir du Parti Socialiste. Voilà. Et que donc là, s'arrêter, je dirais, quelque chose. Parce que moi, j'avais adhéré au Parti Socialiste en 1981, et à l'époque, quand on en parle, c'est-à-dire en 2017, 2016-2017, le Parti Socialiste, ça reste pour moi encore la grande formation politique de la gauche, et que je ne voyais pas comment j'allais partir dans une forme d'aventure individuelle, même si le personnage était séduisant, il faut être honnête, et attachant. Voilà. Et en plus, plus respectueux que beaucoup des dirigeants du Parti Socialiste à mon égard. Et est-ce que quand Macron quitte Bercy, il vous prévient ou il vous prévient pas? Il m'a prévenu qu'il allait partir. Oui. Voilà. Il m'a C'est prévenu senti, pas. oui, Mais à l'été 2010, ça faisait déjà plusieurs mois qu'il me disait qu'il allait s'en aller. Hein. Depuis au printemps, il commence à dire. La vérité, d'ailleurs historique, c'est que au moment de la loi sur la fameuse loi sur la déchéance de la nationalité, il est déjà en train de se poser la question de savoir s'il va rester. Voilà, il commence à dire, moi, je sens pas ce truc, j'en ai marre, voilà. Il va s'accrocher un peu. Quand il y a la loi travail, il va commencer à prendre. Et quand il y a cet épisode où on lui laisse pas aller jusqu'au bout et on lui retire l'autorité sur le texte, là, je pense que c'est à partir de là que les choses s'enclenchent dans sa tête. Voilà, bon. Et après, pendant tout le printemps, à la fin du printemps, il dit ouvertement qu'il n'en a plus rien à faire, quoi. Est-ce que la rupture entre Hollande et Macron vient pas du fait que Hollande a cherché beaucoup à humilier Macron d'une certaine façon? Ou elle vient d'où cette rupture? Il n'y a pas vraiment de rupture. Il y a, comment dire, au départ, il y a une analyse politique d'Emmanuel Macron qui est juste. Il a l'intuition que François Hollande ne va pas être candidat. Est-ce que François Hollande d'ailleurs a hésité à être candidat? À l'époque, oui, il a hésité, Ouais. puisqu'il a fait travailler, non moi d'ailleurs, un certain nombre de gens, en leur disant, je sais qu'on a des désaccords, je sais que les choses ne sont pas forcément bien passées pendant le quinquennat précédent, mais j'ai besoin de vous, je ne peux pas refaire ça, voilà. Donc il nous a remis en mouvement. Peut-être qu'on a été comment dire, je vais dire, on était un peu naïfs. Bon, mais l'amitié l'a emporté sur le fond. Peut-être c'est d'ailleurs une erreur de ma part d'avoir valorisé trop cette relation amicale par rapport au fond politique. Bon, donc il nous remobilise, alors que, me concernant, j'avais refusé toute entrée dans tout dispositif politique de France, des gouvernements de Hollande, parce que moi, il savait d'ailleurs, les gens ont oublié tout cela, mais moi, j'étais pas dans la majorité du Parti Socialiste, j'étais dans la minorité. Et voilà, et tout le monde savait qu'il y avait beaucoup de choses avec lesquelles j'étais pas d'accord. Bon, voilà. Mais vers la fin,
Moi, ce qu'il a emporté, c'est le devoir supérieur, comme dirait l'autre. C'était, il faut quand même que la gauche puisse sortir de cette élection présidentielle, la tête haute, qu'elle puisse... Bon, donc j'avais le pressentiment que ça risquait de mal se passer. Donc je pensais qu'Hollande aurait dû, et je pense toujours qu'il aurait dû se représenter, défendre son bilan, après même s'il perdait, mais que le fait de ne pas se représenter allait être un coup très dur pour la gauche. Mais quel est l'argument qui a fait que Hollande ne se représente pas? Qu'est-ce qui l'a poussé à ne pas se représenter? Qu'est-ce qui a fait tourner la balance, ou tomber la balance de l'autre côté, quoi? Il y a un argument précis, il y a un fait. Non, je pense qu'il y a un faisceau. Il avait tout tablé, à tort d'ailleurs, sur cette histoire de remontée sur l'histoire de la courbe du chômage. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai. Et les choses ne se sont pas passées à la vitesse qu'il avait prévue, même si on a vu qu'il n'avait pas tort. Voilà. Et donc ça a beaucoup pesé, parce qu'il avait le sentiment qu'il pouvait justifier le fait qu'il n'avait pas forcément eu un quinquennat resplendissant, par le fait qu'au final, c'est lui qui avait raison, le chômage allait vraiment baisser, la courbe du chômage allait vraiment s'inverser. Et les résultats ont mis du temps. D'ailleurs, François Rebsamen l'avait prévenu, lui avait dit « Fais attention, ça va être un peu plus lent que ce que tu crois ». Et lui, il était au forcing, donc ça a pesé. Et puis après, je pense qu'il s'est enfermé dans une sorte de dépression, parce qu'il a l'impression que rien ne marchait. Voilà. Et je pense que le tournant de la décision de ne pas se représenter, c'est les attentats du 14 juillet. Ah oui. Je pense qu'à ce moment-là, il s'est dit, voilà, GH Koumoun, quoi. Voilà. Ouais. Il a eu le sentiment que ça continuait et qu'il n'y arriverait pas. Voilà. Alors après, il a certainement dû hésiter, mais je suis à peu près certain que dans les heures qui ont suivi le 14 juillet, et le poids qu'a représenté cet attentat et la violence que ça a représenté, il y a eu cette idée qu'il était noir, quoi. Mais est-ce que Hollande n'avait pas aussi un côté passif, était plus le spectateur ou le commentateur de son propre mandat plutôt que l'acteur de son mandat? On dit qu'il a passé son temps à commenter ce qu'il faisait. Non, c'est pas vrai, parce qu'il a travaillé. On peut pas dire qu'il n'a pas travaillé, au contraire. Il a travaillé, il a suivi. Le problème, c'est qu'Hollande, ça, c'est une des caractéristiques du personnage, mais il est bon dans les crises. Et dans la gestion quotidienne, il est énarque. Donc c'est l'administration technocratique qui finit toujours par l'emporter. Et donc effectivement, il y a cette double personnalité, je dirais, voilà. Donc quand il était à la tête du parti, le côté énarchique s'est estompé. D'où la campagne de 2012 au départ, d'où la manière dont il a géré le parti très à gauche. Je me rappelle, en 2007, le simple fait d'aller discuter avec François Bayrou était déjà constitué pour lui un tabou. Voilà. Donc, quand il était dans le parti, il a suivi la ligne du parti. Puis quand il a été... C'est-à-dire le poids historique que représentait le parti, et donc sa ligne. Et puis après, après, dans le quotidien, il y a quand même ce côté bon élève de la classe, quoi, qui l'emporte. Et alors, est-ce qu'en 2017, il paraît que vous avez, au QG d'En Marche, vous avez conseillé à Macron de ne pas trop se droitiser? Est-ce qu'il s'est droitisé? Non, je ne vois pas du tout ça. Moi, je l'ai vu qu'une seule fois pendant la campagne, et plus de manière amicale, parce que lui-même prenait des nouvelles de ma santé, et on a très peu parlé de la campagne elle-même, d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est... Alors, il y a une citation de vous, est-ce qu'elle est fausse ou elle est vraie, qui dit, à propos de François Hollande, « Avec François, on peut s'engueuler, se rabibocher, on s'est vu en cible, je le connais depuis 32 ans. » Je connais depuis plus que 32 ans. Ah ouais, elle date un peu. Oui, voilà. Il faudrait la réactualiser. Je le connais depuis maintenant plus de 38 ans, 39 ans. C'est vrai qu'il y a des hauts, il y a des bas. Il y a de ma part d'ailleurs une erreur, c'est que la relation est trop affective et pas assez froide. Et donc j'ai une relation moins cynique et moins calculatrice que d'autres. Et que lui, sait parfaitement jouer de ça quand il faut. Et pourquoi Treveller avait fait une fixette sur vous et vous voulez absolument vous évincer, vous traiter de sarkozyste?
faudra lui demander parce que elle avait eu non, mais je veux dire, est venue un jour. elle a fait une fixette sur moi parce qu'il fallait une tête à claque et il fallait une tête à claque dans l'entourage de Hollande pour dire à l'entourage de Hollande c'est désormais moi qui mène la danse. Bon, je crois que ça a joué beaucoup. Et après, elle avait soi-disant eu des rumeurs comme quoi j'avais dit des méchancetés sur elle. Sur le fond, avec le temps, elle a d'ailleurs implicitement reconnu auprès d'un certain nombre d'amis à moi qu'elle s'était peut-être un peu trompée là-dessus. Parce que moi, je m'en étais pas mêlé du tout. Et puis, par contre, ce qu'elle me reprochait peut-être, oui, c'est que pour elle, j'étais le représentant de la relation Hollande-Ségolène Royal. Et elle avait toujours peur que, d'une manière ou d'une autre, je sois le représentant de Royal. Et voilà, bon. D'ailleurs, vous avez presque été un peu conseiller conjugal au début, en 2007. Non, en 2007, il y a eu de la difficulté, oui, de mener. Moi, je n'étais pas conseiller conjugal, c'est pas ma fonction. J'ai fait l'erreur, et je conseille à tous ceux qui nous regardent de ne jamais faire cette erreur, dans une histoire de séparation, non pas de prendre parti, mais d'essayer de réconcilier des partis qui sont pas conciliables. Oui, parce que François Hollande a hésité à se remettre avec Ségolène Royal. Ouais, bon, peu importe, voilà, celui qui vient. Mais j'ai fait cette erreur-là, et donc au final, vous prenez les claques des deux partis. Oui, c'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce que c'est vrai que quand Hollande, après son élection, vous se recevez à l'Élysée, il devait en quelque sorte, il se mettait en costard-cravate le dimanche pour faire croire à des rendez-vous de travail, pour pas que Trierweiler fasse un drame? Non, Hollande fait partie justement de cette génération qui ne conçoit pas le fait d'aller au travail en jean et en sneaker. Allez voir Mitterrand, vous n'avez pas mis de cravate. Non, on n'a pas mis de cravate. Mais donc, il met, quand il rentrait dans son bureau, il mettait son costard et sa cravate. Alors, est-ce que ça correspondait à des justifications qu'il donnait dans son propre ménage? Ça, il faut lui poser la question, j'en sais rien. Alors, on a encore 8 minutes. Vous avez un coup de génie en 2007, Ségolène Royal. Vous avez en quelque sorte l'intuition de Ségolène Royal. Non, c'est pas moi qui ai l'intuition. La vérité, c'est elle qui a l'intuition. Oui. C'est elle qui décide. C'est elle qui me convoque et me dit j'ai décidé d'être candidate à l'élection présidentielle. Cela se passe en décembre 2005. Je lui dis mais qu'est-ce que tu fais de François, qui à l'époque est premier secrétaire? Elle me dit mais tu verras, il ne sera pas candidat. Là, je lui dis quand même, c'est ennuyeux parce que moi, je suis le porte-parole du parti. Je crois qu'il va être candidat. Elle me dit, mais non, mais tu verras. Bon, voilà. Et Hollande, d'un certain point de vue, va laisser faire Ségolène parce qu'il avait l'impression comme ça, qu'il allait avoir une focalisation sur Ségolène et qu'on allait laisser tranquille, lui. Voilà. Ce qu'il n'a pas prévu, ce qui est imprévu d'ailleurs, c'est que la candidature Ségolène Royal, elle va marcher, elle va prendre dans l'opinion, elle va créer quelque chose, Ségolène. Voilà. Et donc après, effectivement, moi, je suis amené à la demande de Hollande, d'ailleurs, ce que je lui ai fait remarquer un jour. C'est lui qui, au début, dit à Rebsamen et à moi, il dit occupez-vous, soyez à ses côtés, parce que elle va prendre des coups, il faut l'aider, voilà. Et c'est ce qu'on fait. Et d'ailleurs, à la fin, il nous reproche de l'avoir trop bien fait. Et alors, quand vous fêtez la victoire socialiste à la primaire, où elle pulvérise Jack Lang, DSK, Laurent Fabius. Non, Jack Lang n'était pas candidat. Ah, il n'était pas candidat, pardon. Il y a une photo, où on voit tous les deux avec un verre de champagne. Et alors là, cette photo, c'est le drame absolu. C'est l'affaire du siècle. Alors là, est-ce que tout le monde croit qu'il y a une liaison entre vous et Ségolène Royal? C'est une connerie, ça. Non, il y a une photo qui est prise, d'ailleurs, à notre insu, et qui est publiée dans le journal du dimanche. Bon, la photo en elle-même, elle n'est pas méchante. Oui, voilà, on est sur un canapé dans sa maison. Voilà, et on fête, oui, en fait. On est content parce qu'elle a gagné la primaire, ce qui n'était pas donné au départ, qu'elle l'a bien gagné. Et voilà. Et donc, après, il y a les rumeurs. Bon. Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas quand vous étiez à l'hôpital pour des problèmes des coliques, des problèmes de santé, que vous sentez qu'il y a une vague pour Ségolène, même dans les infirmières, vous sentez que quelque chose se joue et que là, il y a un truc, quoi. À l'hiver en 2000, je suis opéré en urgence pour des coliques néphrétiques et on m'enlève un calcul et on m'enlève les cubilières. Et Ségolène qui est en voyage à l'époque au Chili, donc j'ai des échos par les copains qui sont avec elle, mais je vois déjà que les infirmières et le personnel hospitalier qui a les messages de Ségolène, parce qu'elle m'envoie des messages amicaux pour prendre des nouvelles, etc. Donc comme en plus les horaires étaient en décalage, je vois qu'à chaque fois qu'ils prononçaient le nom de Ségolène Royal, ils étaient tous ont l'impression que c'était le Graal, quoi. Et donc en sortant de l'hôpital, je dis d'ailleurs à Hollande, je dis, tu sais, il se passe un truc, elle a une cote incroyable, voilà.
Et Hollande ne veut pas apporter son soutien à la candidature de Ségolène Royal. Non, on peut pas dire ça comme ça. Hollande, dans un premier temps, il pense que elle va s'épuiser la candidature de Ségolène Royal et que naturellement, c'est lui qui va pouvoir être le candidat. Et puis bon, Est-ce qu'il n'est pas un peu perdu à ce moment-là, Hollande? Il sait pas trop quoi faire. Il est un peu. Oh, vous l'inviterez puis vous le demanderez. Je suis pas le commentateur de sa vie. Alors, d'ailleurs, à ce moment-là, il y a eu vos relations entre Hollande et vous se tendent. Oui, bon, bah, c'est la vie, ça. Bon, ça, tout ça, c'est des. Bon. Et vous vous opposez à la participation de Royal à un meeting dans le Pas-de-Calais. Non, je m'oppose pas, c'est pas comme ça que ça se passe. On est en fin de campagne électorale et Ségolène, elle était fatiguée. Oui, c'est ça. Et donc ce meeting, en plus, était surtout dans la préparation de ce qui allait être le deuxième tour et la dureté du deuxième tour, parce que je pensais que ce meeting n'était pas utile. Voilà. Et Hollande, lui, voulait à tout prix que ce meeting ait lieu, pour des raisons que je m'en souviens même plus. C'est vrai qu'on s'est engueulé très fort parce que lui, il voulait à tout prix faire ce meeting. Et moi, je lui disais, mais laisse-la un peu se reposer. Voilà, bon, ça, c'est les aléas de la vie. Ça, il y a eu ce meeting terrible en octobre 2006 au Zénith de Paris, où la salle est remplie. Ah, ça, c'est autre chose. Voilà. Ça, c'est bien avant, ça. Bien avant. Et remplie de partisans de DSK qui sifflent Ségolène Royal. Ouais, c'était une opération montée par l'entourage de Dominique, qui, d'après moi, s'est retourné en son contraire, d'ailleurs. Parce que ça a victimisé Ségolène. Oui, tout à fait. Et en la victimisant, ça a au contraire créé un élan de sympathie supplémentaire. Oui, parce que on s'est aperçu de la supercherie en quelque sorte. C'était trop gros. Oui, ça se voyait que la salle avait été faite, quoi. Et que le comportement dans la salle était très violent. Ouais. Trop violent. Mais même on a voulu vous casser le nez. Non, ça c'est faux. C'est on n'a pas voulu. Moi, j'étais énervé. Non, moi je suis un Méditerranéen, donc j'étais en colère. Donc il s'est trouvé qu'il y avait un des représentants de DSK qui était là, qui est d'ailleurs devenu par la suite un très bon ami, et avec lequel on s'est vite réconcilié, et que bon, c'est un peu monté, quoi, voilà. Mais bon, ça n'a pas été beaucoup plus loin que ça. Julien Drey, merci beaucoup. Merci. D'être venu dans l'émission, merci beaucoup à tous. Salut et fraternité.